Merci beaucoup. Donc, je vais vous parler de la création de ces sociétés à la fin du 19e siècle. Mais avant d'en parler, je vais quand même vous parler comme des premières sociétés qu'il y avait déjà dès 1830, même s'il n'y avait pas les instruments. Voilà. Alors, les sociétés des instruments anciens, vous m'entendez ? Oui, voilà. Les sociétés des instruments anciens sont le fruit d'un travail minutieux de plein de musiciens curieux et novateurs qui vont à la recherche d'une nouvelle esthétique. Ils sortent des bibliothèques toutes les partitions oubliées des 17e, 16e, 17e, 18e qu'ils vont interpréter sur les instruments d'époque. Alors, parmi ces musiciens, il y a Louis Diémer, à droite, et Henri Casatsu, et un peu plus tard, Geneviève Thibault de Chambure ont travaillé à la diffusion de cette nouvelle esthétique en créant leur propre société. Celles-ci ont été soutenues par un public séduit par ce nouveau langage sonore. Mais auparavant, de petites associations musicales étaient constituées à Paris comme en province dès 1834. Donc je serai brève, au cours de leurs prestations, on pouvait y redécouvrir quelques œuvres des siècles passés. Ces associations commençaient déjà à remettre en valeur le patrimoine musical sacré et profane laissé à l'abandon. Dès 1844, la Société des concerts du Conservatoire présente déjà des extraits d'Alceste de Lully et d'Hippolyte Harissi de Rameau. En 61, la Société académique de musique sacrée remet le plein chant à l'honneur. Puis en 1869, la Société Bourgault du Coudray reprend le répertoire déjà exécuté en 1840 par la Société des concerts de musique vocale classique du Prince de la Moscova. On y joue du Lassus, du Palestrina, du Gibbons, Victoria, Jeannequin, etc. Et enfin, la Société d'harmonie sacrée, fondée en 73 par Lamoureux, donne des cantates et des oratorios, et la Société des concerts de chant classique étend son répertoire de Josquin au contemporain. Parallèlement à ce mouvement, à ce retour de la musique vocale du passé, plusieurs collections publiques, donc nous sommes en plein dedans ici, ou privées d'instruments anciens se constituent. Alors il y a celle du violoncelliste et luthier Tolbec, je crois qu'on en a assez parlé. La collection de Savoie, vendue à l'hôtel Drouot en 1882, et celle d'Eugène de Briqueville, historien des instruments de musique. Avant eux, il y a eu la collection de Clapisson avec 230 instruments vendus à l'État en 1861, qui va permettre de constituer le premier fonds du musée instrumental du Conservatoire de Paris, parce que Clapisson en sera le premier conservateur. Encore parallèlement à tout ça, dans le même esprit, face à un post-romantisme qui fascine le public, les musicologues et les musiciens comme Dindy, Borde, Écorcheville ou Pirot œuvrent à la suite des Fétis ou Farrenc à la résurrection du répertoire des 17e et 18e. Mais là, à ce moment-là, deux sociétés des instruments anciens vont voir le jour à la charnière des 19e et 20e siècles, fondées par deux grands interprètes. Tout d'abord, Louis Diémer. Alors, il est pianiste, professeur au Conservatoire de Paris, de piano, qui en 1886 va se mettre au clavecin et travailler avec passion pour la réhabilitation de cet instrument. Fondée en 1895, sa société décline en 1901. Puis, ce sera Henri Casatsu, altiste, soliste et membre du quatuor Capet et des concerts colonnes, qui, découvrant une viole d'amour, va la restaurer et l'imposer parallèlement à l'alto. Il fonde en 1901, c'est-à-dire à la suite de Diémer, sa propre société. Durant cette période, deux autres sociétés vont voir le jour. Tout d'abord, la Société des concerts anciens créée en 1907 par des musiciens ayant quitté la Société Casatsu. Elle privilégie la musique française sur instruments anciens également. Puis, en 1926, Geneviève Thibault de Chambure, futur conservateur du Musée instrumental du Conservatoire de Paris, fonde la Société de musique d'autrefois. Les répertoires couvrant 4 siècles de musique ancienne sont interprétés sur des instruments historiques qu'elle a elle-même rassemblés tous au Musée de la musique. Mais j'en parlerai peu, parce que je parle surtout de la charnière. Donc, là, avant, je vais parler un petit peu de une société de musique de chambre pour instruments avant, très rapidement, parce qu'elle a quand même joué un rôle très important.
Avant la création de la Société des instruments anciens en 1895, Diemer, au clavecin, sur un clavecin ancien, a déjà donné de rares concerts de musique ancienne au sein de la Société de musique de chambre pour instruments à vent créée par le flûtiste Taffanel. Fondée en 1879, cette société se compose de 9 musiciens issus de grands orchestres. À chaque concert se joignent un ou plusieurs invités, comme Louis Diemer, qui en devient le pianiste attitré et de temps en temps le claveciniste. En 1882, cette société va donner le concerto brandebourgeois numéro 5, peu joué en France à cette époque, avec Diemer, Taffanel et le violonique Marsic, mais transcrit pour piano, flûte et violon et quatuor. Puis, en 1890, Diemer, toujours dans cette société, joue l'Adagio et Rondo de Mozart pour glace harmonica sur un Célestin Mustel. Cette même année, le clavecin va faire son apparition au cours d'un concert où Diemer, Taffanel et le violoncelliste Jules Delsart interprètent les pièces en concert de Rameau, dont nous avons parlé hier. Je crois que c'est à un an près, si mes souvenirs sont bons. 5 ans avant la création donc de la Société des instruments anciens. Et à partir de 1884, on remarque l'assiduité du violoniste von Walfengelm, avec lequel Diemer créera la Société des instruments anciens. Alors, la Société de musique de chambre va disparaître en 1893 à la nomination de Taffanel comme professeur au Conservatoire de Paris. La Société des instruments anciens de Louis Diemer. Donc, Louis Diemer, pianiste, là au clavecin, et professeur de piano au Conservatoire de Paris, va créer cette Société des instruments anciens fort de toutes les initiatives antérieures, de sa passion pour le clavecin et de sa grande curiosité pour la musique ancienne. Et fort aussi du soutien de Saint-Saëns, dont on parle toujours. La société réunit des musiciens suivants, donc Louis Diemer au clavecin, Jules Delsart qui ressuscite la viole de gambe, est le principal organisateur des concerts. Ami toujours, il est le violoncelliste et professeur au Conservatoire de Paris. Louis-Jean van Welfengelm, qui redonne vie à la viole d'amour pour laquelle il transcrit de nombreuses pièces. Violoniste et altiste, il est le cofondateur de la société avec Diemer et Delsart. Et vient s'ajouter, à gauche là-bas, Laurent Grillet à la vielle à roue. Violoniste au Grand Théâtre de Lyon, il devient chef d'orchestre aux Folies Bergères. Et il reste à la vielle à roue pendant 6 ans auprès de ses amis. Depuis l'exposition universelle de 1889, ces musiciens travaillent à la reconstitution d'ouvrages anciens bien avant de les interpréter sur instruments d'époque. Déjà en 1865, un concert révèle Diemer comme transcripteur d'œuvres de Rameau et de Couperin qu'il interprète au piano. En 1888, il fait découvrir à quelques initiés le clavecin de Pascal Tasquin, que je vais vous montrer, si je ne me trompe pas, voilà. Datant de 1769, exhibé pour la première fois salle Pleyel. Il remporte un succès sans précédent en interprétant des œuvres de Couperin, Rameau et d'Aquin. Alors, Diemer redonne 2 concerts de musique française des 17e et 18e siècles sur ce même clavecin à l'exposition de 1889 au Trocadéro, avec le concours de Delsart, Taffanel, van Walfengelm. Les œuvres sont jouées entièrement sur des instruments d'époque et les musiciens vont interpréter du Milandre, du Berthaud, un menuet en trio de Marin-Marais pour quinton, viole d'amour et viole de gambe, et les pièces en concert de Rameau. Seul Taffanel, qui va se joindre à eux, garde sa flûte moderne, mais va en adoucir le son. Petite photo de l'intérieur du Tasquin joué au moment de l'exposition universelle. La mode des instruments étant bien lancée, par les luthiers, les facteurs de piano se préoccupent de la reconstitution des clavecins. Alors à l'exposition universelle, Diemer essaye pour la première fois le clavecin Pleyel conçu par Gustave Lion et le clavecin Erard au cours de plusieurs auditions qui attirent une foule de curieux.
Dans l'impossibilité de mettre le tasquin au diapason, Diemer va préférer se servir du clavecin Pleyel mis à sa disposition. Ce qui est dommage, mais c'est ainsi. Bon, il faut pas en vouloir, il était pianiste. En 1891, il joue avec ses amis du Marin-Marais, Bois-Mortier, L'Œillet, toujours les pièces en concert de Rameau qui reviennent à chaque concert. Il accompagne la cantate Daphné de Campra dans un concert précédé d'une conférence de Julien Tertiaux, puis la cantate Le Berger fidèle de Rameau et donne plusieurs récitals de clavecin. Il transcrit pour le piano les clavecinistes français. Et il écrit à Risler en 1893 de Londres, « Les clavecinistes ont fait fureur comme toujours ». Paul Dukas aussi le défend et écrit « Ces petites compositions sont de vrais bijoux, ciselés avec une infinie délicatesse. Diemer triomphe toujours en les exécutant, car il les interprète comme personne certainement ne les a jamais interprétés. » Ça, entre parenthèses. Hein. Alors, tous ces concerts historiques acclamés par la presse sont à l'origine de la Société des instruments anciens. Le premier concert a lieu le 28 mars 1895, salle Pleyel, devant un grand nombre de personnalités artistiques. Il est précédé d'une conférence d'Armand Sylvestre. Le succès est si grand que les luthiers et les facteurs de piano multiplient les reproductions de ces divers instruments. Diemer invite Éléonore Blanc pour chanter l'air du déserteur de Monsigny. Au programme figurent, je vous cite que les compositeurs parce que ça serait un peu trop long, des œuvres de Couperin, Locatelli, de Kex-d'Hervelois, Martini, Ariosti, Rameau, Bacluli, Desmarais et Nodot. Le coucou de Daquin, que Diemer a retrouvé, c'est quand même le premier qui a retrouvé les œuvres de Daquin, est trissé, comme il le dit, et je ne sais quoi de Couperin, interprété par le Quatuor, remporte un immense succès. Alors, Lavie-la-Roue fait une entrée très remarquée dans une transcription de La Fortune de Couperin, jouée par Diemer et Grillet, à qui l'on doit la remise à l'honneur de cet instrument. Grillet nous fait découvrir, pour la musette ou pour la vielle, des airs et des contredanses populaires d'Esprit François Chédeville, du Corrette, du Brome, Bodin de Bois-Mortier et Rameau. Seul Bricqueville reproche à Grillet de monter sa vielle sur une seule corde en s'abstenant de faire sonner les bourdons, ce qui, dit-il, réduit l'instrument au rôle de simple crin-crin. Enfin, il n'était pas très sympathique. Hein. Mais la presse reste toujours très élogieuse envers la qualité et la rareté de ces concerts qui allient à la fois virtuosité et érudition. Chaque année, de 95 à 97, la Société donne 3 séances réduites, à nouveau la Société, dans ce beau salon. Voilà. Donc, donne 3 séances réduites à 2 de 97 à 1901. Elles se tiennent tout d'abord salle Pleyel ou un clavecin Pleyel, décoré en style Louis XV, comme vous pouvez voir, est réservé à Diemer. Après 96, la Société transporte salle Erard, le siège de ses concerts, pour laquelle la maison Erard a construit un clavecin moderne. Donc Diemer, devant des salles combles, fait découvrir toujours son coucou de Daquin, le carillon de Citer, le réveil matin ou les papillons de Couperin, le rappel des oiseaux, une gavotte variée de Rameau, ainsi que des œuvres de Dandrieux, les Fifres, la Gémissante et des œuvres de d'Agincourt. Le Ménestrel nous écrit « Nous y avons entendu 3 pièces de clavecin qui ont été un véritable triomphe pour Monsieur Diemer, dont le jeu plein de grâce, de finesse et d'élégance a fait merveille. » Alors les programmes sont composés de duos, trios et de quatuors transcrits par Laurent Grillet comme Le Moutier de Championnière, Les Bossus et les Gendarmes de Muffat, Les Révérences nuptiales de Bois-Mortier. Diemer joue avec Delsart La Marche du Tsar de Kex-d'Hervelois, avec Van Welfengen des pièces de Marin-Marais et avec Grillet des œuvres de Chédeville et de Rameau. Ce qui est sûr, c'est que j'ai tous les programmes
de la Société des instruments anciens de 1895 à 1901, parce qu'il y avait quand même pas énormément de concerts. Favorisant la musique française, la Société des instruments anciens fait découvrir des compositeurs encore inconnus du public comme Claude Gervaise, Leuillet, Mondonville, Leclerc, Nicolas de Grigny, bien entendu sans négliger Bach, Mozart, etc., Quantz, ainsi que les Italiens Frescobaldi, Corelli, Veracini, Ariosti. Alors, afin d'augmenter l'intérêt de ces reconstitutions historiques, l'ensemble s'assure la participation de cantatrices comme Marcel Preggi, la Lambiani, Rose Delaunay, que Diemer accompagne toujours au clavecin dans des fragments d'opéra et des cantates de Rameau, comme Habari sous les Boréades, Diane et Actéon, et les airs d'Isis ou d'Alceste de Lully. À ces concerts viennent se joindre parfois le flûtiste Gaubert, le violoniste Boucherie au quinton, le hautbois d'amour de Gillet et la petite lyre irlandaise de Maignan dans de poétiques chants anglais. En 1896, Diemer publie chez Eugèle son recueil de 12 transcriptions Les Vieux Maîtres, qu'il dédie à sa Société des instruments anciens. Donc, je ne sais pas si vous voyez un petit peu, c'est peut-être écrit un peu petit. Alors, par son caractère intime et original, la Société reçoit à chaque concert accueil triomphal jusqu'en Angleterre. Elle prête son concours à des séances que Vincent d'Indy, qui est un ancien élève de piano de Diemer, et Charles Borde organisent dès 1896 sur les musiques du XVe au XVIIIe siècle. Donc, la presse est toujours là pour louer tous ces concerts d'une si belle nature historique. La Société va décliner après la mort de Delsart en 1900. Aucun concert donc cette année-là. Et c'est Georges Adolphe Papin le remplace en 1901 et les musiciens redonnent 2 séances annuelles, ça les rare. Malheureusement, la Société va abandonner l'année suivante le cours de ces concerts qui est pourtant encouragé et ovationné par le public, la presse et le monde musical, quoi. Cette Société des instruments anciens fut longtemps minimisée par les musicologues et les interprètes au XXe siècle. J'ai lu beaucoup d'articles à ce sujet, je peux pas tout dire aujourd'hui. À mon avis, c'est parce que Diemer pianiste, redécouvre le clavecin. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Mais le défrichage de ces ouvrages anciens, qui certes comprend de nombreuses erreurs, appartient vraiment à l'histoire musicale française. Un petit mot quand même en rapport entre Diemer et Tolbeck, se sont rencontrés, ça je le sais, à plusieurs reprises lors de concerts et de soirées musicales dans le salon parisien de Diemer, parce que Diemer avait un remarquable salon de 300 places chez lui. Ils ont joué, rue Blanche en plus. Ils ont joué ensemble des sonates, des trios, des grandes œuvres, Rubinstein, Mendelssohn ensemble. Ils jouaient la musique romantique. Mais jusqu'à maintenant, je n'ai trouvé aucun document montrant une éventuelle complicité sur leur passion commune. Donc, je chercherai. La Société des instruments anciens, numéro 2. Aussitôt que la Société Diemer disparaît, Henri Casatsu fonde sa propre société portant étrangement le même nom, d'où de nombreuses confusions entre les deux. De jeunes musiciens, tous issus du Conservatoire de Paris et solistes dans les grands orchestres, ont eu connaissance de ces concerts de musique de chambre. Donc Diemer a-t-il contribué à l'élaboration de cette nouvelle société ? Je n'ai pas encore trouvé de document faisant allusion à une passation éventuelle, peut-être Saint-Saëns qui était ami de Diemer et ami de Casatsu, Saint-Saëns étant présent partout. Voilà, fort de son puissant encouragement, a-t-il aidé à faire la jonction entre ces deux sociétés. Les archives personnelles de Saint-Saëns à Dieppe ne permettent pas de clarifier cela. Cette société, poursuivant le même objectif que celle de Diemer, va se composer d'un quintet avec un quatuor de viol et clavecin. Après son premier prix d'alto en 99, Henri Casatsu, à la viole d'amour, fonde en 1901 avec le contrebassiste Nani, à la basse de viol, la Société des instruments anciens sous la présidence de Camille Saint-Saëns. Ils prennent vraiment Camille Saint-Saëns comme président alors que Diemer ne l'avait pas fait.
Vont s'y associer au quinton Renée Delherbat, première femme d'Henri, son frère Marcel Casatsu à la viole de gambe et la pianiste Marguerite Delcourt au clavecin. Donc dès 1900, plusieurs concerts de l'altiste et du contrebassiste Nani ont précédé à la création de cette société. Elle va décliner en 1939 à la veille de la guerre après de nombreux changements parmi les membres de l'ensemble. Car Henri Casatsu, qui n'a que 22 ans, voulant rester le maître absolu, ne fait signer au début aucun engagement aux musiciens, ce qui va entraîner des départs successifs et vraiment de nombreux conflits. Édouard Nani quitte dès 1904 la société. Il est remplacé à la basse de viol par Maurice de Villiers, qui deviendra un des piliers de l'ensemble. Mais c'est aussi le départ de la claveciniste Marguerite Delcourt et du gambiste Georges Desnon. Ces trois musiciens vont fonder de leur côté leur propre société des concerts anciens. Voilà, en parallèle, en 1907, programmant la majeure partie des œuvres de la société Casatsu. Donc à ce moment-là, il y a deux sociétés en concurrence. Mais la critique n'est pas toujours très élogieuse envers la deuxième. Donc, dès 1902, Gabriel Grovlez puis Alfredo Casella, issus tous deux, pianistes issus tous deux de la classe de Louis Diemer au Conservatoire de Paris, vont devenir les clavecinistes officiels de la Société Nouvelle des Instruments Anciens. Casella, en soliste, n'hésite pas à reprendre le répertoire de son maître dans les œuvres de Couperin Rameau d'Aquin. Henri Casatsu, qui divorce en 1909 de Renée Delherbat, au quinton vont alors se succéder Maurice Hewitt, Édouard Célie et Jacques Malkin. Donc beaucoup de changements pendant 3-4 ans. À la veille de la guerre de 14, la société va devenir beaucoup plus familiale. À Henri Casatsu va se joindre le quinton de son frère Marius, la viole de gambe. Je crois que... Voilà. Le quinton donc de son frère Marius, la viole de gambe de Lucette Casatsu, femme de Marius, car Marcel a été tué en 14, et le clavecin de sa sœur Regina Patorni Casatsu, et Maurice de Villiers, restant fidèle à la basse de viol. Donc c'est vraiment là le clan Casatsu. Instrumentistes et chanteurs viennent se joindre parfois à l'ensemble, comme l'a fait la société Diemer, Charles Guillon à la vielle, Alfred Cortot et Édouard Lissler, encore tous deux issus de la classe de Diemer, vont venir jouer du clavecin et participent à beaucoup de concerts. En 1909, Diemer est invité à interpréter le concerto en ut mineur pour deux clavecins de Jean-Sébastien Bach avec son disciple Casella. On remarque ici qu'il semble n'y avoir aucune jalousie entre les musiciens puisque Diemer prête volontiers en fait son concours au concert qu'organise Casatsu. Alors tous les instruments prêtés par Casatsu sont authentiquement d'époque et proviennent de célèbres luthiers. Mais les clavecins anciens vont malheureusement être remplacés par les Pleyel et Erard. Le quinton au par-dessus de viol, d'une sonorité très ténue, est attribué à Guersan. La viole d'amour que joue Henri vient du luthier Eberlé. Découverte chez un antiquaire, il la restaure en recherchant des résonances nouvelles et l'impose comme l'a fait Van Walfengen parallèlement à l'alto. Et la viole de gambe montée de cette corde est attribuée à Bocquet. Quant à la basse de viol de Paolo Testore, Nani, pour en alléger la table, ne se servait que des 3 cordes supérieures au début, à l'imitation des virtuoses italiens Dragonetti ou Bottesini. Reprenant les premiers concerts, dans les premiers concerts, une partie du répertoire de la société DMR, Casatsu va l'enrichir peu à peu grâce à ses recherches personnelles en France et à l'étranger. Ce répertoire se compose de trios, quatuors pour viol, quintettes avec clavecin, mais surtout de symphonies, divertissements, ballets de cour, concertos, suites et fantaisies. Je ne sais pas si vous pouvez lire un petit peu. Je crois que j'ai 2. Voilà. Ces œuvres sont retravaillées et adaptées pour diverses formations par Casatsu lui-même. Alors, d'après Christian et Gaby Casatsu, leurs enfants que j'ai rencontrés, les enfants d'Henri, quelques-unes des œuvres de la société seraient le fruit de son
imagination débordante, ils ont osé le dire, hein, comme ainsi les fameux concertos pour alto que tout altiste travaille se révèlent être des compositions personnelles dans le style d'eux. Voilà. Au cours des concerts, on peut découvrir pour quinton la Sonatina d'Ariosti, des pièces de Marin Marais, la Gavotte des moutons de Martini, pour la viole d'amour des menuets de Lully, de Borghi et Noffieri, un adagio d'Ariosti, plaisir d'amour de Martini, divertissement de Cimarosa pour la basse de viol, des sonates de Marcello, madrigal de Pergolèse et des sonates de Borghi. Les critiques sont unanimes pour louer l'excellence des interprètes dans le style, l'expression et la virtuosité. Voilà. Monsieur Casatsu et Monsieur Nani, c'était tout au début de la création. C'est écrit là dans le Ménestrel, firent des merveilles dans une sonate de Borghi, un ravissant menuet de Lorenzetti, une pièce descriptive, le Coucou de Bruni. Les clavecinistes interprètent la Gavotte avec variation de Handel, des pièces de Lully, Corelli, Scarlatti, Bach, Mozart. Grovlez reprend les couperins rameaux d'Andrieux et d'Aquin que jouait son maître Diemer, et le public découvre l'air pour les graves de Muret, plaisir champêtre de Monteclair pour vielle et quintette, le pays du tendre de Détouche pour harpe, luth et quatuor, le concert pour Mademoiselle Laurent à Madame la Dauphine de Philibert Lenné pour soprano, clavecin et ensemble de viol. Alors, à cela s'ajoutent des œuvres de Marin Marais, Camprat, de Kexervelois, Charpentier, Haas, Francoeur, d'Alérac et quelques auteurs inconnus. Voilà, j'ai beaucoup de programmes. On ne peut pas parler de toutes les œuvres qui ont été jouées. De 1901 à 1914, la Société des instruments anciens fait des tournées triomphales dans toute l'Europe. C'est la première qui va partir vraiment de la Belgique, Italie, Portugal, Hollande, en fait toute l'Europe. En octobre 1906, c'est vraiment la diffusion, je pense une des premières diffusions de la musique ancienne sur instruments anciens. En 1906, elle entreprend la première de ses 10 tournées en Russie et recueille l'admiration de Rimsky-Korsakov, Balakirev, Glasounov et César Cui, qui entendent cela pour la première fois avant que la guerre et la révolution interrompent le cycle de ses succès. Le goût pour ces concerts sur instruments anciens se répand en Roumanie, Bulgarie, en Turquie, en Grèce, jusqu'en Égypte. Ils vont jouer plusieurs fois en Égypte. Elle signe en 1914 un contrat tour du monde avec un agent allemand, mais attendra 1918 pour effectuer de longs séjours aux États-Unis. La société, en plus, va diffuser, va jouer en présence de tous les souverains et hauts personnages d'Europe et de Russie, de la reine de Roumanie, du tsar Nicolas II. Elle fait 75 tournées internationales et participe aux grandes soirées officielles en France. Elle est réclamée à Versailles, partout. En 1907, à l'initiative de Casatsu, est présidée par Saint-Saëns, une réception est organisée salle Pleyel en l'honneur des musiciens russes. Chaliapin, Koussevitzky, Rachmaninov, Rimsky-Korsakov, Enesco, je ne sais pas si vous les reconnaissez, vous devez en reconnaître quelques-uns, sont rassemblés autour de Gustave Lion et des frères Casatsu. On remarque également la présence de Wanda Landowska avec son chapeau là à droite. En 1910, la Société des instruments anciens invite Fauré à les accompagner à Moscou, où il rencontre Tolstoï. Dans son domaine, ils vont jouer pour lui. Et Tolstoï va écrire « Cher monsieur, je ne remplis qu'un devoir de conscience en vous témoignant que l'admirable exécution par vous et vos confrères de différents morceaux d'anciens maîtres a été pour moi l'une des plus grandes jouissances musicales que j'ai jamais éprouvées. » Après 2 ans de guerre au front, Casatsu, chargé de mission au commissariat français à Washington de 16 à 19, va déployer un grand effort de propagande en faveur de la musique française et des musiciens de son pays, d'où la création par son frère Francis un peu plus tard du Conservatoire américain de Fontainebleau. La Société va poursuivre le cycle de ses concerts jusqu'à la déclaration de guerre en 1939. Henri Casatsu profite de ses tournées internationales pour constituer une importante collection d'instruments anciens qui est conservée actuellement au musée de l'Orchestre symphonique de Boston.
Alors, que dire en conclusion? Je mets un disque, justement pour celle qui va suivre. Diemer et Casatsu sont assez complémentaires quant à la diversité des ouvrages exhumés. Casatsu, en tant que compositeur, il retravaille parfois l'harmonie, tandis que Diemer reste peut-être un peu plus fidèle au texte dans ses éditions publiées chez Durand. Saint-Saëns a été pour les deux d'un grand soutien moral. Casatsu, plus combatif, beaucoup plus jeune aussi, a su mieux mettre à profit cette aide indispensable à la diffusion de tout ce répertoire joué sur instruments anciens. Mais on doit surtout à Diemer la redécouverte du clavecin, revalorisée grâce à son toucher merveilleux et ses registrations recherchées, nous dit Brunold. Depuis les concerts historiques de Fétis, à ceux de Casatsu à la veille de la Seconde Guerre, la lente mais inlassable action menée par les musicologues, les interprètes, les éditeurs, les facteurs d'instruments a fait son chemin et gagné les esprits curieux de nouvelles sonorités et soucieux de leur patrimoine musical. Donc, il y a eu quelques enregistrements de la part de Casatsu, mais je n'ai rien trouvé sur Diemer, ça n'existe pas, il y a juste une œuvre enregistrée sur un rouleau au clavecin. Si les premiers concerts d'un caractère si intime apparaissent comme une goutte d'eau dans cet océan post-romantique, parce que c'était quand même deux interprètes qui jouaient de la musique romantique, il ne reste pas moins qu'ils vont interpeller quand même les chercheurs tout au long des XXe siècle et au XXIe siècle encore. Voilà, je vous remercie.